comment faire une application dite moderne, donc de web en JavaScript avec un framework simple appelé Vue.js. Donc avant, donc le web d'avant, ça ressemblait à peu près à ça. Donc c'est des gros monolithes, donc applications en un seul bloc, type J2E, type Django, type voilà, c'est des applications qui contiennent elles-mêmes tous les services. Donc le client fait une requête HTTP et reçoit du contenu HTML qui est affiché par son browser. Le principe de ça, c'est que les serveurs sont très gros, l'application est très grosse, gère tout. Et ça entraîne que l'authentification est gérée par session. Et donc pas facilement en fait elle est gérée, c'est une gestion de l'authentification centralisée. Donc on reçoit un cookie de session qui doit être validé par l'application et donc pas facilement distribuable. Et donc certaines, alors dans les années, enfin il y a quelques années, genre avec jQuery, ça a tendu vers des applications un peu plus dynamiques où on exportait du contenu JavaScript qui était lui-même, qui lui faisait des appels via Ajax à un serveur pour essayer de rendre dynamiques les pages HTML qui étaient fixes. Statique. Oui, voilà, statique. Et le problème de ça, c'est que souvent on avait un gros morceau de code qui faisait des mises à jour de contenu. Et ce gros morceau de code, à chaque fois qu'il y avait une modification ou tous les N périodes de temps, était relancé tout le morceau de code. Et donc c'est compliqué à maintenir, c'est compliqué à tester aussi. Il n'y a pas particulièrement de standard. Et donc c'est ce sur quoi on tend maintenant, donc avec les applications que je vais vous présenter après. Et donc là, c'est facile à développer, des gros monolithes, ça va très vite, c'est souvent tout inclus. C'est facile à tester et par contre c'est pas facile à scale. Donc c'est à dire que quand on a quand on a des petits besoins par exemple, ou quand on a des besoins de grandir, alors que ça soit autant en capacité ou autant en maintenance et où on a besoin de développer la chose, si on a besoin de rajouter beaucoup de services et que ça dépasse la capacité, on achète un serveur plus gros. Mais voilà, dans l'idée, c'est pas. Et donc maintenant, on parle d'applications donc orientées services, donc je sais pas, microservices, tout ça. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'on développe une application qui tourne chez le client, donc sur le navigateur, par exemple une application YouTube. Et cette application va faire appel à plusieurs services derrière. Et donc au lieu que les services soient contenus dans une seule application qui gère tout, eh ben, elles vont être découpées dans plusieurs applications. Donc il y a plusieurs contraintes à ça. Vous avez dû entendre parler, c'est le mot REST. Donc la contrainte la plus forte, c'est stateless. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire ne doit pas avoir d'état. Donc c'est-à-dire que on ne garde pas l'état d'une requête à une autre. Donc par exemple actuellement sur un site lambda, on garde un état via le cookie de session pour savoir qui est authentifié ou pas. Et bien ce genre de choses, on peut pas le permettre parce qu'on ne sait pas qui va répondre à ta réponse et on ne sait pas où c'est que c'est situé. Et donc on a des systèmes d'authentification qui permettent de gérer ce genre de choses pour pas garder un état, mais pour garder une trace, par exemple. Et donc ça, c'est scalable, donc très facilement. C'est-à-dire qu'on rajoute, on fait pop des entités sur n'importe quel serveur. Il faut juste avoir des systèmes qui distribuent toute la charge au bon endroit selon la requête. C'est très facile à tester parce que donc on teste un service, on teste le comportement d'un service dans un environnement et on le déploie dans son environnement avec les services avec lesquels il communique. C'est donc facilement maintenable. Donc un service plante, on en rajoute un nouveau qui remplace. Pour maintenir au long terme, on crée de nouveaux services qui communiquent avec les services existants. Donc on rajoute des briques
au contenu existant. Et voilà. Et donc ça c'est dans le principe. Et donc Vue.js, donc c'est cette application qui va communiquer avec tous ces services derrière. Alors comment ça marche une application front? Alors ça marche de façon assez simple. On va essayer de décomposer 3 éléments, donc la vue, ce qui va contrôler cette vue, et des modèles donc qui vont être là du JavaScript de base. Explique ce que c'est le DOM. Et donc la vue, le DOM c'est toute l'arborescence d'une page HTML, donc c'est du XML, donc c'est des balises contenues dans des balises, et au final ça représente un arbre. Et cet arbre on l'appelle le DOM, et on navigue dans ces... je sais plus exactement le... ce que ça veut dire DOM, mais... Document Object Model. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, on navigue on peut naviguer comme ça avec des requêtes dans le DOM. Toc. Voilà, et donc ça c'est un peu complexe pour juste dire qu'on met des éléments dans notre DOM qui sont référencés via des directives. Mais c'est surtout qu'on a des watchers qui regardent ces directives-là. Et salut. Hello. Toi ? Et donc en gros c'est juste pour dire qu'on a des sur chaque élément de l'application, on a des getters et des setters qui nous permettent de get et de set la valeur au travers de ça, et qui sont watch. Donc c'est à dire que dès que des changements vont être effectués, ils vont être répercutés. Donc en gros dès qu'on va faire, si on fait un compteur, dès qu'on fait +1 sur la valeur qui est watch et qu'on affiche dans le DOM, le +1 va s'effectuer parce que on a vu qu'il y a eu un changement. Ah, et du coup, cette logique, elle est sur le navigateur du client, c'est ça ? Oui, c'est l'application. Là, c'est un gros morceau de JavaScript qui est amené chez le client. Okay. Quand on charge YouTube, normalement, c'est quelque chose quand on charge une première fois YouTube, c'est long. Genre, quand on va sur la première fois en allumant le navigateur, c'est long parce que du coup, on récupère toute l'application YouTube. Et par contre, quand on navigue de vidéo en vidéo dans les pages, en fait, c'est beaucoup plus fluide, et ça va beaucoup plus vite parce que on navigue dans l'application elle-même et plus dans et on va plus faire des requêtes au serveur comme on faisait avant pour récupérer une page HTML et on revenait. Et du coup, tu donnes l'exemple de YouTube parce qu'il est basé sur ce framework. Ouais, YouTube est basé sur Angular, par contre, pas sur. D'accord. Angular, c'est la version. On va parler vite fait après des différents. Il y a Angular, c'est Google, React, c'est Facebook, et Vue, c'est à part. D'accord. Et il y en a d'autres, il y a Ember, je crois. Il y en a plein. Oui. Il y a Knockout, il y en a plein. Les trois, alors les deux gros, c'est React, Redux, donc c'est les deux éléments qui marchent ensemble, et Angular, JS. Ouais. Angular, JS. Voilà, et en gros, ce qu'on va faire, c'est que pour construire une application, donc ça c'est, à peu près, ils ont tous la même philosophie, c'est qu'en gros, on va construire une page web de plein de composants différents. Et donc ces composants, on va les... donc ça, par exemple, on va faire une to-do list. Dans notre to-do list, on va avoir la to-do list qui elle-même va être composée d'un titre et de to-do. Donc chaque to-do, et donc on va créer chaque composant séparément. Comme ça, on va pouvoir tester les composants séparément. C'est-à-dire qu'on va tester notre application front. Ce genre de choses qu'on n'avait pas avant. Et on peut découper unitairement. Et donc ça peut aussi permettre de réutiliser à différents endroits. Donc chaque composant va avoir son propre template de rendu, c'est son propre comportement avec ses propres méthodes et son propre style CSS. Voilà, et par des exemples, ce sera plus simple par contre. Je sais pas si vous voyez. Donc en gros, ce qu'on a, c'est un template. Donc ceux qui ont déjà vu du HTML, ça ressemble beaucoup. Uniquement que voilà, ici comme souvent dans des templates, on insère des variables via 2 accolades. Donc on a un title. Alors ça on verra plus tard, mais c'est en gros des filtres pour appliquer à la volée des modifications. Donc en gros là, on met le titre en uppercase. Et ensuite on fait une liste, donc un ULLI, donc en HTML. Et donc dedans on a des directives spéciales, donc vRepeat, ça va nous permettre de répéter cette directive là
sur To-Do qui est après un tableau, on verra après. VON, ça va nous permettre de catcher des events. Donc VON click, ça va nous catcher l'event de click. Et class, donc là c'est le stick CSS. Et dedans on met le contenu. Et donc si on regarde l'objet JavaScript qui nous permet de faire ça, on voit que l'élément sur lequel il se bind, c'est l'ID démo. Donc en fait, il se bind sur cette div là. Donc c'est-à-dire que cet élément Vue.js, cette Vue.js est rattachée à cet élément démo. C'est HTML quoi. En gros c'est du HTML quoi. Ah oui, ça c'est du HTML avec des variables. D'accord, mais sauf qu'ils n'ont pas utilisé, ils ont utilisé enfin, ils ont rajouté des directives. Des attributs quoi. C'est-à-dire qu'elle est parsée, c'est un browser oui. HTML. Ouais, en gros, si tu veux, elle je sais ils pas n'ont pas exactement, utilisé mais les tout data attributes qui sont spécifiés par le. Non, c'est des nouveaux attributs. Quoi. Et en fait, c'est compilé via du JSX. C'est beaucoup, il y a beaucoup de notions de JavaScript dedans. Mais en gros, à la fin, ça te rend oui, donc ce que j'imagine bien. Que c'est marrant qu'ils aient pas utilisé les trucs normés par le 3C. C'est très orienté. Dans l'idée, on dit que il y a Angular où Angular, on fait du JavaScript et on code du JavaScript. React où on code du HTML. Du coup, on va rajouter dans nos HTML des directives, tout ça. Et Vue.js est entre les deux. C'est-à-dire qu'on fait un peu de JavaScript, mais on a des moteurs de template pour rendre. D'accord. C'est vraiment pas. C'est un template. Ouais, voilà, c'est du template. Oui, d'accord. Okay. Et donc, on voit ici, par exemple, qu'on a dans data. Donc, data, ça va être tous les éléments de données. Et donc ici, on avait rendu la variable title. En fait, elle est définie ici avec to-do. Et elle est en minuscule. Et donc ici, elle apparaît en majuscule parce qu'on a mis un filtre uppercase. Mais on peut en mettre... Enfin, il y en a d'autres. Et on peut en créer, par exemple, un filtre qui ferait +1. Ou qui mettrait la première lettre en majuscule. Ou qui rendrait un nom-prénom avec le nom en majuscule. Voilà, ce genre de choses. Et to-do, qui est une liste alors c'est du JavaScript, donc du coup c'est des objets où on met ce qu'on veut dedans en fait. C'est vrai, c'est pas typé. Et donc c'est une liste d'objets qui a deux attributs, done et content. Et donc ici, on voit ici qu'on fait un repeat sur to-do. Donc ça veut dire que on va récupérer dans le contenu du LI une to-do parce qu'on itère sur chacune du template. Done, donc si on prend le premier cas, done va être à true. Donc quand on va faire un on click, et ben on va passer la valeur de done à l'inverse. Donc, si c'est vrai, voilà, ça fait l'inverse. Selon quand on clique, et la classe, ça affiche barré si done. Oui, ça lui attribue la classe done si l'attribut done est défini en fait. Donc il doit y avoir une classe derrière qui permet de barrer l'élément s'il a été fait en fait. Donc en gros on définit le style de l'élément en fonction d'une de ses valeurs. Et je vais vous montrer après plus le code qu'on produit. D'accord. Et du coup, juste pour ça c'est la partie front. Donc ça c'est ce qu'on écrit sur la partie front. Oui. Donc on fait du HTML et du JavaScript. Après sur la partie serveur. Et du CSS aussi ? Ouais. D'accord. Et sur la partie serveur, il y a quoi ? Il y a l'authentification, il y a les bases de données, c'est ça ? Oui, je te montrerai après. Ok, d'accord. Et donc ce gros schéma compliqué, c'est c'est pas très dur. C'est le cycle de vie d'un composant. Donc en gros, le composant est créé. Après, il initialise les events et il regarde les datas qu'il a. Il compile le template, donc en fonction des datas qu'il a observées. Il crée l'élément et il affecte le DOM. Donc en gros, il va créer le HTML ici. Enfin, ici. Donc mount, c'est que c'est en train d'être rendu et il peut permettre d'écouter les updates ou pas en fonction des watchers. Et donc après il peut être détruit si on change de page par exemple quoi. Et donc en fait tous les éléments rouges ici sont des fonctions qu'on peut déclarer pour permettre d'intercepter l'élément à cet instant là. Donc par exemple si on veut
faire une modification des données avant qu'elles aient été, ou de créer de nouveaux events, ben on va se mettre ici. Si on veut faire, par exemple, que notre vue initialise à une connexion à une base de données spéciale, ou je sais pas, voilà, ce genre de choses, et bien on va vouloir fermer cette connexion, et bien on va se mettre, par exemple, après avoir détruit l'instance. C'est des events, du coup. C'est ça. Donc souvent on met par exemple, alors cet intervalle, donc ça va permettre de faire un événement toutes les n périodes de temps. Mais par exemple, on va le déclarer une fois que tout sera monté, on va déclarer un intervalle qui va nous permettre, par exemple, de voir si quelque chose est en vie ou pas. Et bien par contre, si on ne le ferme pas, ben il va rester. Donc il vaut mieux le fermer à la fin. Donc ça nous permet de mettre des endpoints et des... Voilà. Et donc ça, c'est la dernière slide. Après, on passe au plus simple. Donc ça, c'est comment est gérée toute la transition des données. Et comment sont générés les différents modèles. Donc c'est... alors à la base, c'est un design pattern introduit par Facebook. Mais en gros, dans le principe, c'est comment rendre jolie une variable globale. Donc en gros, on va créer un gros objet qui va avoir un état. Donc ça va être l'état de notre application. Il va contenir son état. Et cet état va être distribué à toute l'application. Et donc dans cet état, on peut faire plusieurs choses. Enfin, 3. On peut avoir des actions, avoir des mutations, et alors, état ou get l'état. On peut demander l'état actuel. Donc ce qu'on va faire en fait dans notre vue va pouvoir, enfin notre interaction va déclencher des actions. Donc des actions, ça va être le plus souvent aller chercher des données dans des API, donc communiquer avec le backend. Une fois qu'on aura récupéré quelque chose, un résultat, on va faire une mutation de notre état. Donc par exemple, on va aller chercher, dans notre cas, on va aller chercher toutes les dernières opérations qui ont été faites sur notre compte. On va les récupérer et ensuite on va faire muter les états actuels. Donc par exemple, ça va être une liste vide, et bien on va remplir cette liste d'états. Voilà. Et ensuite, dans notre composant qui aura réclamé les opérations, il va pouvoir venir chercher dans l'état actuel les différentes opérations. Donc en gros, on a une grosse boîte qui contient à un instant T toutes les données de notre application, et on peut aller chercher des éléments, faire muter les éléments de notre état, et faire différents getters sur nos éléments de notre état. Avec du code, ce sera plus explicite. C'est un automate. Pardon ? C'est un automate. Oui.